Salut à tous, bienvenue dans ce qui sera la dernière vidéo de l'année 2023 et qui sera aussi une FAQ, soit une foire aux questions, dans laquelle je vais répondre aux questions que vous m'avez envoyées par email. On va commencer sans plus attendre avec une question de Cyril qui nous dit « Bonjour Pierre, merci beaucoup pour vos conseils et formations qui m'ont permis de progresser dans mon apprentissage. » Ravi de l'entendre. Quand on démarre l'apprentissage d'une seconde langue, le néerlandais, et que l'on a un niveau B1 pour la première langue, anglais, peut-on espacer les révisions de la première langue, par exemple un jour sur deux, pour consacrer plus de temps à la deuxième langue? Bonne fête de fin d'année, merci d'avance pour votre réponse. Alors ma réponse, c'est que, en théorie, oui, on peut faire ça. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je recommande d'attendre d'avoir un bon niveau dans une langue avant de commencer à en apprendre une autre. Parce que sinon, on tombe dans ce que j'appelle le syndrome de A1, A2, c'est-à-dire qu'on a plein de langues qu'on amène jusqu'au niveau A1, A2, ce qui est déjà très bien, bien sûr, mais on va rajouter de nouvelles langues régulièrement, ce qui fait qu'on n'en approfondit aucune et on n'arrive jamais à passer le cap pour aller au moins à un niveau intermédiaire. L'autre problématique, c'est que quand on se lance dans une nouvelle langue sans avoir atteint de bonnes bases dans une précédente, c'est que les bases justement dans cette langue, dans cette première langue, ne seront pas suffisantes pour vraiment bien retenir les informations qu'on a apprises. Par exemple, si vous apprenez, je ne sais pas, l'anglais jusqu'à un niveau C1, et que vous commencez l'allemand par exemple, et que vous faites moins d'anglais, eh bien vous allez beaucoup mieux retenir ce que vous avez appris en anglais sur le long terme, vous aurez beaucoup moins besoin de révision, que simplement si vous avez commencé, disons, le néerlandais, pour reprendre cet exemple, après avoir fait un A1, A2 en allemand. Dans ce cas, le A1, A2 en allemand va très vite disparaître, va très vite s'effacer parce que vous n'avez pas suffisamment consolidé pendant assez longtemps vos connaissances. Voilà, donc premier point, c'est déjà préférablement d'atteindre un bon niveau dans une langue avant d'en commencer une autre, parce que sinon on finit par papillonner, s'éparpiller et à la fin on n'en parle aucune. Et ensuite, oui, il est possible d'espacer, justement parce que vous avez atteint suffisamment de maîtrise, de rapidité à retrouver les informations pour que le fait de ne pas en faire tous les jours soit un problème. Donc à partir du moment où vous avez atteint un niveau, donc là il est question de B1 pour l'anglais, oui, vous pouvez en faire un peu moins. Bien sûr, vous allez moins progresser en anglais parce que vous allez moins vous concentrer dessus. La meilleure manière de progresser dans une langue et dans toute activité du reste, c'est vraiment de pouvoir en faire tous les jours et de se consacrer uniquement dessus. Bien sûr, c'est quasiment impossible, quelle que soit la situation. Mais si vous avez déjà un niveau B1 en anglais, que vous espacez un peu, par exemple un jour sur deux, vous n'allez pas forcément beaucoup régresser en anglais. Si vous rajoutez le néerlandais. De plus, les deux langues sont proches, donc on peut faire des parallèles entre les deux. On peut peut-être arriver à les mélanger. Je ne parle pas néerlandais, donc j'en sais rien. Mais globalement, elles sont suffisamment proches pour faire des parallèles entre les deux et garder un tandem relativement cohérent, relativement solide. Donc, je passe à la question suivante. Une question de Thomas. Salut Pierre, comme je te le disais la dernière fois, je ne parviens pas à atteindre le niveau A11 en allemand. Après avoir essayé des cartes mémoire sur ta fiche de vocabulaire, le vocabulaire essentiel, je suis tombé malade et j'ai du coup rétabli. Je me suis retrouvé avec trop de cartes mémoire et déjà que je n'en rajoutais plus, que je ne parvenais pas à mémoriser les prétérites du verbe être et avoir, j'ai dû abandonner. Puis je me suis remis avec une toute nouvelle petite liste de cartes mémoire sur les pronoms possessifs. J'étais parti pour un en avant sur le reste des mots de la liste, vocabulaire essentiel. J'étais arrivé au verbe modo, mais je parviens à peine à trouver le courage de réviser la nouvelle liste et surtout, ça fait quelque temps que je n'ai pas rajouté de nouveaux mots. Alors, je vois plusieurs problématiques dans cette question. La première, c'est est-ce que tu fais autre chose que des listes? Parce que je n'ai pas forcément de visibilité sur ton apprentissage global, c'est-à-dire ce que tu fais ou pas en plus des listes de vocabulaire. Donc, à voir s'il y a tout un contexte avec de l'audio, avec de la lecture, etc. Attention à ne pas se focaliser uniquement sur les listes de vocabulaire qui ne sont pas un bon outil pour apprendre du vocabulaire. Même si à l'école, je ne sais pas si ça a changé récemment, mais à l'école, nous, on a farci nos journées de listes de vocabulaire. Et généralement, ça ne marche pas bien parce que les listes de vocabulaire sont un inventaire et pas un outil. Par exemple, je pense que tu fais référence à
une fiche dans la formation sur le vocabulaire Tout retenir, dans laquelle je propose des mots à rechercher dans sa langue cible, et généralement on va en avoir besoin assez vite. Donc la liste ici a plus vocation à être un outil de contrôle qui va permettre donc de regarder la liste et de se dire ça je connais, ah ça je ne connais pas, ça peut être intéressant à consulter, voir comment se dit ce mot ou cette expression dans ma langue cible pour avoir un socle de vocabulaire assez homogène, assez complet pour pouvoir comprendre, se faire comprendre dans plusieurs situations. Donc attention à ne pas être trop dépendant des listes parce que d'une part, ce n'est pas forcément très bien pour retenir son vocabulaire, c'est même assez médiocre de manière générale. Et ensuite, parce que les listes sont très décontextualisées et il faut donc apprendre avec tout le contexte autour, par la lecture, par l'écoute, etc. Après, pour les verbes comme être et avoir, donc je pense que tu parles en allemand, donc ça va être sein, haben, donc les deux auxiliaires allemands. Bon, on peut, pour ces verbes-là qui sont hyper courants, les apprendre à l'ancienne sur un tableau de vocabulaire. Ce ne sera pas le cas de tous les verbes, parce que un tableau de conjugaison, pardon. Ce ne sera pas le cas de tous les verbes, parce que ce serait beaucoup trop lent et beaucoup trop chronophage et beaucoup trop ennuyeux. Mais pour les verbes comme ça, ich habe, du hast, etc., c'est assez simple de les apprendre, pour le coup, dans un manuel de grammaire, et en répétant, et surtout, voilà, par le contexte, voir revenir être et avoir, sein, haben, c'est assez courant en allemand, donc tu ne devrais pas avoir de soucis là-dessus. Donc attention à ne pas prendre le problème à l'envers, de tout apprendre par des listes, de tout apprendre aussi, je suppose, avec des cartes mémoire ou un logiciel comme Anki. Ne pas trop le remplir du premier coup, parce que sinon on se retrouve assez vite avec des révisions très longues, très complètes, et ça peut être très démotivant. Surtout, comme tu dis, quand on tombe malade, quand on part en vacances, quand on a un petit coup de démotivation, il n'y a rien de pire pour le moral que de revenir à son apprentissage et voir qu'il faut apprendre, réviser 150, 300, 1000 mots de vocabulaire. C'est déjà arrivé à des gens que je connais, et ça donne absolument pas envie de continuer. Donc faire attention à réduire peut-être tout l'aspect liste et revenir à plus d'apprentissage avec par exemple une méthode, avec l'audio de la méthode, le texte de la méthode, faire quelques exercices qui vont mettre en situation par exemple les verbes les plus évidents en allemand, et ne pas tout mélanger, parce que sinon quand on prend le problème à l'envers, comme il est possible que tu le fasses, oui, on n'atteint pas forcément ses objectifs, c'est pas très amusant en plus de ne pas y arriver, et en plus c'est par nature intrinsèquement très démotivant. Ensuite, une question de Hiero. Bonjour, vous pouvez m'aider pour apprendre le français? Alors, je réponds rapidement à cette question parce qu'elle est assez intéressante sur ce qu'est le monde des langues et ce qu'il n'est pas. Le monde des langues est un site et une chaîne YouTube en l'occurrence sur l'apprentissage des langues où je parle en français, mais ce n'est pas un outil pour apprendre le français. Il y a d'autres sites, par exemple le français avec Pierre, donc un autre Pierre, français authentique. Voilà, je connais quelques sites pour apprendre le français qui m'ont l'air très bien. Mais le monde des langues n'a pas cette vocation. C'est tout au plus une ressource qu'on peut utiliser à un niveau avancé quand on veut entendre quelqu'un parler ou lire quelqu'un pour les articles en français sur un sujet qui est intéressant, l'apprentissage des langues, avec en plus une diction, une élocution qui n'est pas à la hauteur par rapport aux acteurs qui vont faire de l'audio dans les méthodes de langue. Je parle de manière relativement normale quand je parle en français dans mes vidéos. Donc je peux t'aider à apprendre le français seulement en tant que ressource audio et lecture relativement avancée. Sinon, il faut aller voir quelqu'un d'autre pour ça. Une question de Marianne. Bonjour Pierre, tout d'abord je vous remercie pour vos vidéos et articles qui sont très utiles. Merci, c'est moi qui vous remercie. Est-ce que vous connaissez un site d'échange linguistique fiable pour l'oral? J'ai déjà essayé de trouver des correspondants pour pratiquer mon oral en anglais, mais les seules personnes qui me répondent et ne sont pas des locuteurs natifs et ne sont en fait sur le site que pour flirter ou demander de l'argent. J'ai essayé Tandem, Interpals ou Penpal World. Sinon, existe-t-il une autre méthode pour rencontrer des locuteurs natifs quand on ne peut pas aller dans le pays? Joyeux Noël et belle fête de fin d'année. Et donc à vous aussi. Alors, ensuite, votre question. Trouver des correspondants fiables, fidèles, qui ont vraiment envie de bosser les langues,
Ça peut être compliqué, c'est une réalité. Et c'est peut-être l'une des choses les plus difficiles dans l'apprentissage des langues, tout simplement parce qu'elles ne dépendent pas uniquement de notre volonté. C'est à nous d'aller chercher du vocabulaire, la grammaire, prendre des ressources et commencer à apprendre une langue. Ça ne dépend que de nous. Mais aller chercher une personne pour converser dans sa langue, ça dépend aussi de cette personne. Et si on n'arrive pas à trouver la bonne personne, c'est compliqué. Alors, je n'ai pas de solution miracle pour ça, malheureusement. De manière générale, les applications type HelloTalk, Tandem dont vous parlez, Speaky fonctionnent bien. Mais il est vrai, pour les avoir beaucoup pratiqués, qu'il y a beaucoup de touristes dessus. Pas forcément des personnes mal intentionnées, mais des gens qui vont être là pour discuter vite fait, qui vont disparaître assez vite, qui vont arrêter de l'utiliser. Des gens qui sont là pour dragouiller plutôt que parler, voire qui peuvent se montrer lourds et insistants, ce qui est encore plus problématique. Ce que j'ai vu, c'est beaucoup d'arnaques avec des gens qui viennent en se faisant passer pour des apprenants de langue, mais qui en réalité veulent nous emmener sur notre application pour nous extorquer de l'argent, très simplement. J'en ai parlé dans la formation Briller à l'oral qui parle de conversation justement, de comment éviter certaines arnaques, parce que c'est vrai, il y en a. Après, relativisons quand même en disant que les applications que j'ai pu tester sont assez dures là-dessus parce qu'elles y jouent leur réputation. Par exemple, sur Tandem, une fois, j'ai pu dénoncer une personne pour pas qu'elle continue à essayer d'arnaquer les gens, parce qu'elle pourrait, je ne sais pas, tomber sur une personne crédule et lui faire du tort. Et la modération de Tandem m'a répondu assez vite. Après, je suis tombé sur des choses qui deviennent presque drôles à force quand on les connaît, quand on les voit venir avec leurs gros sabots. Par exemple, une fille qui se faisait passer pour japonaise. Bon, je ne sais même pas si c'était une fille, mais en tout cas, elle n'avait pas l'air japonaise parce qu'en plus, elle répondait uniquement en anglais. Bizarrement, jamais en japonais. Quand je lui avais demandé où elle vivait, elle m'avait répondu à Kyoto. Je lui ai dit, mais d'accord, dans quel quartier à Kyoto? Elle m'a donné à ce moment-là le nom d'un temple. Donc, sauf si elle vivait à l'intérieur du temple, c'était évidemment faux. Donc on peut en rire, mais c'est vrai que c'est assez agaçant parce que souvent on vient avec de bonnes intentions, on vient pour bosser une langue et il faut se farcir la mégafaune locale de touristes, d'arnaqueurs, d'escrocs ou simplement des gens qui ne sont pas là pour la même chose que nous. On ne peut pas faire de miracle là aussi, mais il y a quelques astuces, par exemple le fait de bien préciser certaines choses dans son profil, bien préciser ses besoins, je veux apprendre telle langue à tel niveau, je recherche tel type de personne. Parce que quand des gens qui sont comme nous, c'est-à-dire des gens vraiment intéressés pour les langues, intéressants au niveau des langues je veux dire, recherchent un partenaire de langue, eh bien ils ont les mêmes problèmes que nous, ils rencontrent les mêmes emmerdeurs que nous. Donc le fait d'avoir un profil assez précis, assez rigoureux, assez fourni, donne envie à ces gens-là de nous contacter parce qu'en fait on leur mâche le travail de recherche. Là ils peuvent se dire, cette personne en particulier a l'air intéressante, répond à mes besoins, donc je vais la contacter. Ensuite, si les sites gratuits ne vous apportent pas satisfaction, il y a les options payantes. Par exemple, on peut prendre un tuteur sur Italki ou un prof sur Italki ou sur une plateforme comme Superprof. Bien sûr, il faut payer, mais ça mâche le travail de recherche parce que la personne qui est là ne vient pas pour nous extorquer de l'argent dans une arnaque au Bitcoin ou je ne sais pas quoi, mais c'est son gagne-pain. Ou alors, il y a énormément de sites qui proposent, de plateformes en ligne avec des professeurs en visio. Il y a d'ailleurs la possibilité, si vous avez comment s'appelle ce truc, le compte personnel de formation, d'y investir du compte qu'on n'a pas utilisé dans des cours de conversation. C'est une possibilité pour arriver à trouver des gens qui sont professionnels ou au moins qui sont des gens qui sont là pour faire de la conversation, pour parler, pour enseigner éventuellement et qui ne sont pas là pour nous faire perdre notre temps. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de méthode miracle pour trouver des gens intéressants malheureusement, mais je pense que le fait de bien préciser ses besoins sur toutes ces applis, toutes ces plateformes, d'en contacter pas mal malheureusement et de voir un petit peu ce qui finit par marcher. Parce que malgré tout, j'ai quand même rencontré des gens avec qui j'ai pu pratiquer la conversation assez longtemps, voire de plusieurs années. Donc tout n'est pas perdu de ce côté-là. Ensuite, pour rencontrer des gens en dehors de ces applis, c'est possible. Le problème, c'est qu'on risque de tomber sur des gens qui parlent cette langue, mais qui n'ont pas forcément très envie d'apprendre une autre langue ou très envie de passer du temps à enseigner leur propre langue. Alors on peut aller par exemple dans des associations de personnes de ce pays, s'il en existe dans votre ville.
Il y a aussi des groupes Facebook. Bon, je sais que Facebook, il y a de plus en plus une pagaille sans nom et qu'il y a de moins en moins de gens dessus. Mais on peut trouver, par exemple, des étudiants de tel pays dans tel pays. Ça existe, des associations d'expats. Ou alors simplement aller dans des facs avec des étudiants étrangers si on a l'âge qui correspond. On peut trouver dans tout ce qui a un lien culturel, par exemple les instituts culturels justement, essayer de trouver des gens qui viennent de ce pays, qui veulent apprendre le français, ça reste possible. Après, bon, il n'est pas certain qu'ils vont s'intéresser au français, il n'est pas certain qu'ils auront très envie d'enseigner leur langue, mais on peut quand même en trouver, c'est quand même une option. Ensuite, une question de Samir. Bonjour Pierre, je veux apprendre l'anglais, par où commencer? Il y a tellement de ressources qu'on s'y perd. Bonne journée. Alors je mettrai en lien dans la description un article que j'avais fait sur les meilleures ressources pour apprendre l'anglais en 2021, qui bien évidemment est encore valable pour 2023 et 2024. La plupart des ressources que j'y avais données en octobre 2021, je crois, sont encore valables de nos jours. Et tu y trouveras une liste assez conséquente de ressources. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit crochet, une petite digression sur le fait qu'il y a des langues qui pêchent par manque de ressources. C'est-à-dire, si on va apprendre, je sais pas, l'islandais, il y aura relativement peu de ressources pour apprendre l'islandais. Mais il y a des langues qui, comme l'anglais, l'espagnol, l'allemand par exemple, ont énormément de ressources. Il y en a tellement qu'on peut se demander lesquelles choisir, avoir l'embarras du choix et ne plus savoir où donner de la tête. Donc l'anglais en fait partie, c'est pour ça que j'avais écrit cet article qui permet de trouver bien chaussure à son pied au niveau des ressources, des supports d'apprentissage pour apprendre l'anglais. Continuons avec une question de Jean-Philippe. Bonjour Pierre, un peu la même question à laquelle vous aviez déjà donné des éléments de réponse très intéressants lors de votre séjour en Grèce cet été. Donc je vous renvoie pour ça mes vidéos de Astuces Langue que j'avais continué, ma série de FAQ que j'avais continué pendant mon voyage en Crète cet été. Comment maintenir simultanément un bon niveau dans 4 ou 5 langues ou plus et ne pas laisser quelques-unes rouiller? Dans mon cas, français langue maternelle, anglais C1 à C2, italien B2 et allemand B1. Je travaille actuellement beaucoup mon allemand et redoute de regresser en italien sans pratique régulière, donc quotidienne, et hésite à reprendre l'étude d'une autre langue comme le latin. Merci pour votre réponse. Toujours le même problème quand on apprend plusieurs langues, c'est que ça fait rentrer une nouvelle activité dans un quotidien sans que le nombre d'heures par jour soit majoré. C'est-à-dire qu'il y aura toujours 24 heures dans une journée, une bonne partie passée à dormir, une partie passée à travailler, etc. Donc quand on n'entretient pas activement, on se concentre moins sur une langue, eh bien on ne progresse plus aussi vite, voire si on la laisse un peu tomber, elle rouille. Donc comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, plus on amène une langue à un haut niveau, plus les bases sont solides et plus ce processus de rouille sera lent. Donc, si tu as déjà atteint, c'était avec un vouvoiement, donc si vous aviez déjà atteint un niveau B2 en italien, c'est quand même une très bonne base. Après, ce que je peux vous conseiller, c'est que même si vous ne reprenez pas un rythme journalier, vous pouvez en faire un petit peu à plusieurs moments de la semaine. Si vous en faites 3-4 fois par semaine, c'est déjà très bien. Vous pouvez rajouter un peu d'italien dans votre vie, par exemple des films, des séries. Vous pouvez aussi lire la presse, par exemple, lire régulièrement quelques articles en italien. Ça ne vous permettra pas de passer, par exemple, de B2 à C1 en italien, parce que ce ne sera pas assez intensif, mais c'est quand même très intéressant pour ne pas perdre votre italien. Donc vous pouvez rajouter de l'allemand, vous concentrer sur l'allemand. Simplement, oui, si vous laissez tomber totalement l'italien, ça va rouiller. Si vous en faites juste un petit peu, ça va sans doute stagner. Mais si vous en rajoutez généreusement dans la semaine, même 3 fois par semaine, par exemple 4 fois par semaine, en lire un peu, prendre par exemple un recueil de nouvelles, regarder une série en italien quelques fois par semaine, ça vous permettra de rajouter de l'italien et de maintenir cette langue à un bon niveau sans que votre pratique de l'allemand ne détruise, si vous voulez, vos connaissances en italien. C'est le même problème avec le latin. Si vous rajoutez du latin, eh bien, ça va faire une activité en plus, pas plus de temps, et forcément, ça va mettre en péril vos progrès dans d'autres langues. C'est pour ça que je conseille vraiment de réfléchir avant de rajouter une nouvelle langue dans sa vie. C'est toujours quelque chose de très bien. Je l'ai fait moi-même en 2023 avec le grec moderne. Mais eh bien, c'est des sacrifices en plus, c'est du travail en plus, c'est des choix à faire et, ou même un gain de productivité à avoir pour perdre moins de temps dans ses journées pour pouvoir rajouter plus de langues.
continuons avec une question de Patrick qui nous dit « Bonjour Pierre, est-ce qu'il serait possible d'avoir ton avis sur l'application Linkvist qui permet d'apprendre le vocabulaire de mes langues cibles ?» Alors, j'ai pas d'avis solide dessus, je ne l'ai jamais testé, je vois très bien ce que c'est. Ce sont des Estoniens, si je dis pas de bêtises, qui l'ont créé. Si tu l'utilises bien, ce sera très bien. Enfin, je veux dire, à partir du moment où on intègre un outil comme Linkvist ou autre dans un apprentissage de qualité, ça marchera forcément. C'est pareil pour Duolingo, c'est pareil pour Memrise, c'est pareil pour Drops, c'est pareil pour toutes ces applis. À partir du moment où l'apprentissage lui-même est de qualité, n'importe quelle application fera l'affaire. Après, c'est à toi de tester, à voir si ça correspond vraiment à tes besoins. Et on revient d'ailleurs à la question éternelle de ressources, outils et stratégies. Il y a de mauvais outils, mais n'importe quel outil qui est utilisé dans un apprentissage de qualité donnera forcément des résultats. À présent, une question de Joël. Bonsoir Pierre, merci pour vos vœux et à mon tour je vous souhaite de bonnes fêtes. De même. La formation sur l'IA m'a énormément aidé à converser sans gêne d'être jugée ou mal comprise, c'est un grand progrès pour moi. Par contre, j'ai encore du mal à organiser mon apprentissage car je ne sais pas s'il faut chaque jour lire, regarder des vidéos ou écouter des podcasts, apprendre du vocabulaire ou des expressions, pratiquer la conversation, etc. Ou s'il faut me concentrer chaque jour sur l'une de ces activités. J'ai quand même fait des progrès très nets en anglais grâce à vos formations, merci pour ça. En tout cas, je suis très heureux de l'entendre. Donc l'IA, c'est un sujet qui a été majeur cette année. Je pense que l'IA va de plus en plus nous aider à apprendre des langues étrangères, donc autant prendre le train en marche. Ça permet pour des personnes qui justement n'ont pas forcément confiance en elles, n'arrivent pas forcément à trouver beaucoup de locuteurs avec qui converser, de pratiquer une première forme de conversation en attendant de passer à la conversation réelle. Au-delà de ça, dans ce que vous me dites, il faut quand même en faire un peu de tout dans la semaine. Bon, pour rappel, il y a 4 grands piliers qui correspondent à 4 activités de l'apprentissage d'une langue: lire, écrire, écouter et parler. Alors bien sûr, on ne peut pas forcément en faire chaque jour. Par exemple, on ne peut pas toujours faire de la conversation tous les jours, sauf si on habite dans le pays. Mais si à partir du moment où dans la semaine, vous vous rendez compte, voilà, on est dimanche, vous vous rendez compte que vous avez fait un peu une fois ou deux de la conversation, réviser du vocabulaire un peu chaque jour, écouter un podcast de temps en temps, regarder, je sais pas, un épisode d'une série télé de temps en temps, si vous avez fait un peu de lecture. Voilà, si globalement cet apprentissage a été complet, vous pouvez vous dire que c'est réussi. Il ne faut pas forcément se dire je fais ça, tous les jours de manière rigide et ininterrompue parce que c'est utopique. Et ensuite, c'est se poser des questions qui ne sont pas intéressantes, mais plutôt essayer d'en mélanger un petit peu pour pouvoir atteindre un apprentissage qui, au bout du compte, sera complet. En tout cas, je reviens sur toutes les questions qui m'ont été posées par des abonnés aux formations. N'hésitez pas, en plus de cette FAQ, vous avez répondu à ma sollicitation pour les questions, à me recontacter également par email dans la messagerie privée pour qu'on puisse voir ça précisément ensemble. C'est toujours très intéressant. Ensuite, la dernière personne à m'avoir posé une question est Michael, qui m'a posé même plusieurs questions. Donc je vais faire un petit peu court. Si nous ne sommes intéressés que par une compétence précise dans une langue vivante, exemple la lecture, quels seraient selon vous les problèmes à ne se concentrer que sur une compétence dans une langue s'il vous plaît, par exemple la lecture? D'ailleurs, avez-vous connu des gens ne s'intéressant qu'à ce domaine et finalement n'apprenant plusieurs langues uniquement par ce biais? Bon alors, je n'ai jamais conseillé ça parce que, à titre personnel, apprendre uniquement une langue, par exemple pour la lecture ou pour l'écoute, ça ne m'intéresse pas. J'ai moi aussi mes biais personnels dans la manière dont j'enseigne l'apprentissage des langues. Après, je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage parce que ça prive d'une bonne occasion de percevoir la langue dans différents contextes. On retient mieux un mot quand on a l'occasion de le lire dans différents contextes, de l'entendre dans différents contextes, quand on va soi-même le réemployer. Donc je trouve que le fait par exemple de ne faire que de la lecture va amener un apprentissage plus pauvre qui va ralentir, entraver le processus de mémorisation. Après je trouve aussi que c'est dommage de se priver de plusieurs aspects de la langue parce qu'une langue a l'avantage de se déployer dans un univers assez vaste, ce qui fait qu'on peut lire des articles dans une langue, écouter des podcasts dans une langue, regarder des vidéos YouTube dans une langue, aller dans le pays parler la langue. Je trouve que c'est dommage et que ça ralentit les progrès. Ensuite, je ne connais personne à ma connaissance qui n'a fait, par exemple, que de la lecture. Même si je connais des gens qui ont leurs préférences, des gens qui préfèrent lire des choses
qui ont peu d'intérêt par exemple à aller parler avec des gens dans la langue, et qui se sont concentrés sur un aspect plutôt qu'un autre. Après, des gens qui ne se sont consacrés qu'à un seul aspect, non, je ne crois pas en connaître. D'ailleurs, si c'est votre cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à faire un retour d'expérience, c'est toujours très intéressant. Ensuite, existe-t-il une limite au nombre de langues que nous pouvons apprendre dans une vie ? Je n'ai pas trouvé d'article sérieux sur le sujet, il semble que le nombre de 10 revienne, mais sans preuve, et puis cela est contredit par l'existence de gens parlant plus. Il me semble que la limite est plutôt liée à notre temps disponible, plutôt qu'à des limites intellectuelles. Alors d'après ce que je connais, il n'y a pas de limite établie scientifiquement, c'est-à-dire à 10, 12 ou 20 langues. On peut penser que le nombre de langues qu'on peut apprendre est physiquement limité par la taille du cerveau humain, qui n'est pas extensible. On peut penser que ça dépend de l'exposition à ces langues, parce que par exemple, si on est exposé à 4 langues jusqu'à l'âge de 5 ans, ensuite à une dizaine d'autres par la suite, on aura plus de chances de parler plein de langues que si on est exposé à une seule langue jusqu'à ses 60 ans. Ça dépend donc du parcours personnel, ça dépend aussi éventuellement de capacités personnelles, par rapport à une certaine oreille, une certaine capacité de mémorisation. Et on trouve des gens qui parlaient plus d'une dizaine de langues, qui à l'heure actuelle d'ailleurs parlent plus d'une dizaine de langues. Donc personne n'a pu, à ma connaissance, établir une limite stricte et chiffrée du nombre maximum de langues. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, je vous invite à lire le livre Adieu Babel, qui a été traduit en français sous le nom Adieu Babel de Michael Edwards, donc c'est paru en France aux éditions A6000, je crois, qui est un livre qui s'intéresse à la question des hyperpolyglottes, qui essaye de dresser un portrait type des personnes qui parlent plus d'une dizaine, une vingtaine, voire pour certains une trentaine de langues. Ces personnes aujourd'hui vivantes ou appartenant au passé. Bon, c'est pas forcément le sujet qui m'intéresse le plus, l'hyperpolyglossie, mais en tout cas, ce livre est très intéressant sur le sujet. Donc il n'y a pas pour le moment, à ma connaissance en tout cas, une limite stricte au nombre de langues qu'on peut apprendre. Ensuite, j'ai vu plusieurs de vos vidéos au sujet de l'entretien des langues, la préparation, l'approche. Toutefois, selon vous, pour entretenir un niveau B1, B2 dans une langue, cela représente combien de temps au quotidien, notamment si l'on ne se concentre que sur la lecture ? Est-ce que 20-30 minutes par jour vous semble suffisante, ou un entretien tous les 2 voire 3 jours à raison de 20-30 minutes pour un niveau B1, B2 ? Je pense notamment à celui en 5, 10, 15 langues. Entretenir toutes ces langues doit être quand même complexe à force. Bon, là c'est pareil, je ne vais pas pouvoir donner un temps précis, ça n'aurait pas de sens, à moins de le tirer de mon chapeau. Bon, après, c'est vrai que plus il y a de langues, plus il y a de travail. Par exemple, si on veut entretenir 15 langues au même niveau dans sa journée, bon courage, sauf si on n'a que ça à faire. Ensuite, voilà, c'est pareil. Tant qu'on en fait, je pense, de manière régulière, pas forcément journalière, quand on a un assez bon niveau, on peut entretenir des langues. Plus on le fait régulièrement, plus on le fait en quantité, évidemment mieux c'est. Mais après, on n'est pas forcément obligé de le faire de manière quotidienne. Tant qu'on le fait plusieurs fois dans la semaine, ça suffira pour entretenir plutôt que réellement progresser de manière intensive, comme je l'ai dit plus tôt dans cette FAQ. Enfin, connaîtriez-vous des techniques pour travailler plusieurs langues en même temps, pour ainsi croiser les apprentissages ? J'ai entendu chez vous, je crois bien, le fait de lire un article dans une langue sur une autre langue, par exemple lire un article en anglais sur la langue allemande, ou utiliser une méthode de langue, par exemple en anglais pour l'allemand. Est-ce qu'il existe d'autres tactiques, s'il vous plaît ? Alors, ce que j'ai vu, c'est que utiliser une méthode de langue dans une langue qu'on a préalablement apprise pour apprendre une langue suivante, ça marche plutôt bien. Alors moi personnellement je ne l'ai pas vraiment fait, même si j'ai utilisé des ressources en anglais, une langue que j'ai apprise après tout. Je me souviens par exemple de quelqu'un qui apprenait le polonais à partir d'une méthode en russe, je crois. Ça marche parce que ça crée une double immersion. Ensuite, le fait de lire un article sur une langue, au sujet d'une langue, dans une langue qu'on a apprise, je serais plus réservé personnellement, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai dit, parce que ça permet d'avoir des connaissances sur une langue. Par exemple, si on lit un article rédigé en anglais sur la langue allemande, ça permet d'avoir des connaissances, mais ça ne permet pas vraiment de faire de l'immersion, par exemple en allemand. L'article étant en anglais, ce sera de l'immersion en anglais, mais sauf s'il y a beaucoup d'exemples en allemand, un article sur une langue offrira assez peu d'immersion. Ça offrira des connaissances, par exemple des connaissances théoriques sur la grammaire, ce qui est toujours intéressant et toujours précieux,
mais ça ne me semble pas être la meilleure tactique possible. À employer de temps en temps, pourquoi pas, mais essayer d'en faire son fer de lance, je suis assez sceptique. Ensuite, après il y a d'autres choses, par exemple lire des sous-titres, par exemple je sais pas, regarder un film en espagnol avec les sous-titres en anglais, ça peut être utile, mais à chaque fois ça me semble être un peu des diversions et il vaut mieux à chaque fois se concentrer peu de temps, à faire un focus sur une langue, même pendant une durée plus courte, de manière assez intensive, puis faire la même chose sur une autre langue, ça m'a l'air plus intéressant parce que sinon on peut vite se mélanger les pinceaux et à chaque fois on n'atteint jamais l'intensité idéale par rapport au fait de se concentrer par exemple un quart d'heure sur une langue puis un quart d'heure sur une autre plutôt qu'essayer de mélanger les deux pendant une demi-heure. Alors, ensuite, où en êtes-vous avec le grec? Arrivez-vous à le lire? J'ai une obsession pour la lecture. Alors le grec justement, j'en ai assez peu parlé, mais ça a très bien continué pendant cette année, pas aussi rapidement que je l'aurais voulu parce que j'ai pas forcément beaucoup de temps. Je le savais, je me suis engagé là-dedans en toute connaissance de cause. En tout cas, ça avance lentement mais sûrement parce que j'en fais absolument tous les jours, même quand j'ai très peu de temps. J'en reparlerai sans doute plus tard. J'ai documenté mon apprentissage dans une formation que je suis en train de préparer, qui est un peu une sorte de carnet d'apprentissage dans lequel je vous tiens au courant de ça et je fais un retour d'expérience. Donc j'ai quand même documenté mon apprentissage du grec, je vous en reparlerai. En tout cas sur la lecture, alors ça dépend ce que tu entends par ce que vous entendez sur est-ce que j'arrive à le lire? Alors, est-ce que j'arrive à lire l'alphabet? Absolument. Est-ce que j'arrive à lire des choses en grec? Absolument, je commence. Parce que de toute façon, j'ai commencé à lire, écrire le grec dès le tout début de mon apprentissage du grec. Donc de ce point de vue-là, il n'y a aucun problème. J'ai fait du grec dès le départ avec l'écrit. Est-ce que j'arrive à lire des choses complexes? Ça attendra, mais oui, j'arrive très bien à lire l'alphabet grec et à lire des choses en grec pour peu que je comprends. J'arrive à lire ce que je comprends. Voilà, donc j'espère avoir répondu à toutes vos questions. En tout cas, si vous avez d'autres questions sur l'apprentissage des langues, n'hésitez pas à m'en faire part par la suite, dans les commentaires, en m'envoyant un email. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère avoir répondu aux questions des gens qui m'en ont envoyé. Je vous remercie de l'avoir fait en tout cas. Vous pouvez bien sûr vous abonner à cette chaîne pour plus de vidéos sur l'apprentissage des langues. Vous pouvez également vous inscrire en cliquant sur le lien ci-dessous dans la description pour avoir accès à une mini-formation sur l'apprentissage du vocabulaire qui va vous aider à mieux apprendre plus efficacement votre vocabulaire. Et pour terminer sur cette année, je ferai dans les prochains jours une promotion assez importante sur certaines de mes formations. Donc si vous ne les avez pas, regardez bien vos emails. Et pour le reste, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin d'année 2023. On se retrouve donc toujours en 2024, toujours pour parler d'apprentissage des langues, toujours pour progresser sur le sujet. Ça ne changera pas. Allez, à très bientôt, bon apprentissage, salut.